Concentre sur le lait. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, membres du conseil d'administration, chers invités, partenaires, merci d'être là. Salutations spéciales aux producteurs de la base. On a justement un qui a posé une question tantôt. Bienvenue à votre Assemblée générale spéciale. Enfin, bienvenue aux producteurs des autres provinces. Nous avons des représentants de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard. Puis on en a même des représentants des producteurs laitiers du Canada. Bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir chez nous. En mars 2015, ça va faire 30 ans que le premier ministre canadien, Brian Mulroney, et le président américain, Ronald Reagan, tenaient une rencontre à Québec, au Château Frontenac, pas loin d'ici. Les journalistes ont surnommé la rencontre le sommet irlandais, à cause des origines des deux chefs d'État. Mais ce que l'histoire va retenir de cette rencontre, c'est la décision de lancer les négociations d'un accord de libre-échange entre les deux pays. L'idéologie du libéralisme économique commençait à dominer dans le monde, après plusieurs années de croissance avec l'intervention de l'État, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Depuis ce moment-là, il n'y a pas eu beaucoup de présidents de producteurs de lait au Québec qui n'ont pas eu comme thème central la menace du libre-échange et la mondialisation pour notre mise en marché. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire exception à cette règle, malheureusement pour vous. Soyez indulgents si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ce que j'ai à vous dire. En défendant la version de l'offre comme on l'a fait depuis 30 ans, malgré la vague de libéralisme économique, on nage à contre-courant. Et avoir réussi à maintenir notre système dans ce contexte, c'est un tour de force. Certains diraient qu'on était tenace, sûrement. D'autres diront entêtés ou même la tête dure, comme on dit en bon québécois. Pour plusieurs, nous menons un combat d'arrière-garde. Ceux-là mettent beaucoup d'énergie pour faire céder et prendre le pas de ce qu'ils estiment celui d'être la modernité. Abandonner la gestion de l'offre, ouvrir nos marchés et partir à la conquête de ceux des autres. Comme si la vraie économie, le vrai commerce, la vraie façon de faire des affaires avait été inventée dans les années 80 avec l'idée du libéralisme économique. Pourtant, le commerce est vieux comme le monde, vous le savez. De tout temps, il y a eu des échanges économiques entre les hommes, entre les peuples, entre les pays. Personne sur Terre n'est complètement autosuffisant en tout. Comment on gère les échanges? Comment on les encadre? Est-ce qu'on met des limites ou pas? Ce n'est pas une loi divine qui décide ça. Ce sont des décisions prises par des hommes. Ce qui est nouveau depuis les années 80, c'est la prédominance d'une idée selon laquelle personne, surtout pas des gouvernements, ne devrait intervenir pour réguler les marchés. Moins il y aura de règlements, moins il y aura de tarifs douaniers, moins il y aura d'intervention de l'État, plus nous créerons de la richesse, et mieux tout le monde se portera. C'est pour ça qu'on a les banques alimentaires. Pour certains, cette théorie économique est une loi naturelle, comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Même la grande crise de 2008, largement causée par les excès de déréglementation des marchés financiers, une crise dont le monde peine encore à se relever. Même cela ne semble pas remettre en cause ce courant ultralibéraliste. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette leçon? Même si certains des grands organismes internationaux, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, ont reconnu les erreurs d'une telle politique, la plupart des grands États maintiennent la direction. Notre ami Benoît, qui sait maintenant qu'on a plus de 400 fromages au Québec, dirait qu'on n'a pas besoin d'être la tête à Bobino pour comprendre que la version de l'offre, dans ce contexte, est perçue comme une hérésie pour les adeptes de cette nouvelle religion. Notre plan conjoint nous donne le pouvoir, en vertu d'une loi provinciale, de vendre notre lait collectivement par le biais d'une agence de vente centralisée obligatoire. Nous avons des quotas de production pour ajuster l'offre à la demande et éviter les surplus. Nous avons un prix basé sur le coût de production, fixé annuellement par une agence gouvernementale. Et, finalement, les importations sur notre marché sont limitées par des tarifs douaniers. Le diable en personne. Des péchés mortels pour les nouveaux curés de l'économie ultralibérale. Pas surprenant que la version de l'offre ait mauvaise presse dans un tel contexte. Depuis 30 ans, nous avons souvent été critiqués, mais depuis quelques années, ça devient plus intense. Pas plus tard que la semaine dernière dans le journal La Presse. C'est un jeune consultant d'une firme de relations publiques montréalaise qui proposait à son tour de mettre fin à la version de l'offre. Rien de nouveau comme argument ou comme proposition. La stratégie de nos adversaires, c'est de marteler toujours le même message.
pour qu'ils s'impriment et deviennent une vérité. Les faits et la vérité de l'argumentation importent peu. Ce n'est pas une nouvelle tactique, et on doit reconnaître qu'elle est très efficace. Le philosophe écrivain français du 18e siècle, Voltaire, écrivait « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Il faut mentir comme le diable, non pas timidement, non pas un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Il faut mentir comme le diable, non pas timidement, mais pas un temps, mais hardiment et toujours. Le style est vieilli, mais le sens est encore d'actualité. Cette lettre de la presse a au moins le mérite de me donner l'occasion de reprendre un à un les arguments de nos adversaires pour les réfuter avec des faits. Mais avant, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour poser quelques questions qui me chicotent depuis longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui se battent pour des idéaux, sans rechercher de profit personnel, mais permettez-moi de douter que ce soit le cas de ceux qui nous attaquent, et surtout de ceux qui commanditent ces attaques. J'aimerais bien savoir, par exemple, d'où vient le mandat de ce venin. Peut-être parce que, sans être un adepte de théorie du complot, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il s'agit d'une initiative personnelle et désintéressée. Son opinion est signée avec son titre d'emploi et le nom du cabinet de relations publiques où il travaille. Ces cabinets vivent de mandats d'entreprise ou de groupes qui ont les moyens de payer pour influencer les politiques. Je peux me tromper, mais je ne crois pas une minute que ces employeurs lui auraient permis de signer une telle opinion sans être d'accord avec ce qu'il a écrit et sans que ça serve les intérêts de leurs clients. J'aimerais savoir qui se cache derrière une firme de relations publiques pour passer son message. Qui finance les attaques du Conference Board, de l'Institut Fraser, du CDR Institute et tous les autres think tanks de droite qui réclament l'abolition de la vestion de l'offre? À qui cela profitera-t-il? Je n'ai pas la réponse, mais voyons ces arguments s'ils tiennent la route. Le premier, c'est que la vestion de l'offre empêcherait le Canada de signer des accords commerciaux. En août dernier, écrit-il, des congressistes américains demandaient que le Canada ouvre ses marchés sous vestion de l'offre dans le cadre des négociations de partenariat transpacifique. Si l'on suit son raisonnement, quand on négocie une entente commerciale, il faudrait céder à toutes les demandes de nos partenaires à l'avance pour montrer notre bonne foi. Comme position de négociation, j'ai déjà vu mieux. Je ne confierai pas les emplois de ma ferme. Ça ne prendra pas de temps qu'on ferait faillite. Dans les faits, la vestion de l'offre n'a jamais empêché le Canada de conclure des accords commerciaux. Depuis 1986, le Canada a conclu pas moins de 13 accords de libre-échange et quelques dizaines d'accords commerciaux sectoriels, y compris un premier accord de libre-échange avec les Américains en 1988 et l'ALENA avec le Mexique et les États-Unis, entre autres, en 1994, toujours en préservant la vestion de l'offre. La valeur de nos exportations agroalimentaires a été multipliée par 4 au cours de cette même période. Nous reconnaissons qu'il y a des retombées positives du commerce international pour notre pays et nous ne sommes jamais opposés à la conclusion de tels accords, même si les bénéfices pour les producteurs ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est vrai que la valeur de nos exportations agroalimentaires a augmenté de façon constante depuis plus de 30 ans, mais le revenu agricole net total est demeuré à peu près le même niveau jusqu'à tout récemment. Le Canada peut conclure des accords commerciaux tout en préservant la vestion de l'offre, les faits le démontrent. D'ailleurs, tous les pays ont des intérêts commerciaux défensifs et offensifs. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ne font pas exception à cette règle. Ceci dit, nous sommes très conscients que le passé n'est pas toujours garant de l'avenir. On l'a vu avec la concession sur les importations de fromage que le Canada a faite à l'Europe. En plus de soulever notre colère, cela nous inquiète. On ne se le cachera pas. Le gouvernement répète qu'il a préservé les piliers de gestion de l'offre et qu'il défendra nos intérêts dans des négociations en cours et à venir. M. Harper, lors de son passage en Nouvelle-Zélande il y a 2 semaines, a répété qu'il défendrait les producteurs de lait dans le cadre des négociations du PTP. Pas plus tard que la semaine dernière, à la Chambre des communes, le secrétaire d'État à l'Agriculture, M. Maxime Bernier, a répondu à une question de Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui critique l'opposition officielle pour l'agriculture. Je le cite. Monsieur le Président, je me fais un plaisir de répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Avec ma collègue, nous étions à Québec lorsque nous avons rencontré les gens de l'industrie laitière et fromagère. Nous leur avons dit que notre gouvernement avait signé 38 ententes de libre-échange, que nous avions toujours préservé la gestion de l'offre et fait la promotion de la gestion de l'offre sur la scène internationale. Les gens qui étaient avec nous, les gens de l'industrie laitière et fromagère, sont d'accord avec nous. Et ils sont derrière notre gouvernement et nous allons continuer à défendre ces gens comme nous l'avons toujours fait dans le passé.
Fin de la citation. Nous ne sommes pas naïfs et notre confiance a des limites, surtout après les concessions à l'Union européenne. M. Harper et son gouvernement sont sous haute surveillance. Ce sont les actions plus les discours qui rebâtiront cette confiance. Le second argument du jeune homme, c'est que la gestion de l'offre coûte cher aux consommateurs et aux familles canadiennes. Très exactement 265 annuellement pour une famille canadienne, selon lui. Comment ne pas avoir confiance en quelqu'un d'aussi précis dans ses calculs? Le chiffre qu'il utilise vient du Conference Board, qui s'est servi des estimations de soutien à l'agriculture de l'OCDE pour le calculer. Je vais prendre le temps d'expliquer comment l'OCDE s'y prend pour estimer le soutien à l'agriculture. Ça vaut la peine. Même si ce n'était que pour exercer votre esprit critique, qui est quand même assez développé, j'en conviens, personne ne devrait accepter comme vérité ce qui vient des grandes organisations, sans l'avoir mis à l'épreuve des faits. L'OCDE divise en deux catégories l'aide des États à leurs agriculteurs. La première catégorie est très concrète et assez simple à mesurer. Ce sont les subventions, l'argent des contribuables. Prenons l'Europe, par exemple, dépense plus de 70 milliards de dollars par année à son soutien à l'agriculture. Avec sa nouvelle politique agricole commune en vigueur à compter de 2015, l'Institut de l'élevage en France a calculé qu'une ferme laitière et de grandes cultures de 3 exploitants, avec 240 hectares en culture, comme on en trouve au Québec, pourrait recevoir 348 € par hectare, soit environ 118 000 canadiens en soutien annuel. L'Union européenne appelle ces aides directes à l'agriculture un soutien découplé. Le montant de l'aide est calculé à l'hectare, peu importe ce que l'agriculteur choisit de semer, peu importe ce qu'il élève, peu importe que le prix du marché soit excellent ou pas. Ce qui est bien pour l'Europe, c'est qu'avec cette forme de soutien, c'est que l'OMC considère qu'il ne fausse pas le marché, qu'il y a un soutien vert qui n'est pas plafonné. Sky is the limit, comme on dit. Selon moi, une ferme laitière de 240 hectares et 3 exploitants, qui reçoit près de 120 000 de subventions, qu'ils soient couplés ou non, est plus rentable, même avec un prix du lait plus près du prix mondial, ce qui permet ensuite aux exportateurs européens d'être plus compétitifs et de nous envoyer leur fromage à bon prix. Couplés ou découplés, ces subventions les aident à prendre notre marché. Personnellement, je n'envie pas ces producteurs. Je ne crois pas que ce soit là une bonne politique. Je ne veux pas être prophète de malheur. Mais avec l'abolition des quotas, des crises comme celle du secteur laitier connues en Europe 2008-2009, il va y en avoir d'autres. Et ces sommes-là, même si elles semblent généreuses, ne suffiront pas à combler les pertes. Pour ce qui est des producteurs de lait canadiens, vis-à-vis la ligne de transfert des contribuables, l'OCDE a écrit 0. On ne reçoit pas de subvention de l'État pour soutenir notre revenu, c'est bien. Là où ça se gâte, c'est avec l'estimation de la valeur de l'autre forme de soutien, le soutien réglementaire. Comme nous avions avec la gestion de l'offre, dans le lait, c'est un soutien réglementaire. Il est vrai que l'intervention de l'État nous accorde une part plus grande du dollar du consommateur. Il n'est pas nécessairement vrai que cette intervention se fait au détriment du consommateur. C'est pourtant le raisonnement de l'OCDE. Et pour estimer le transfert que feraient les consommateurs aux producteurs, elle se sert d'une simple opération arithmétique et d'un acte de foi. L'acte de foi, ça peut être bon en théologie, mais en économie, ça peut être moins important. Le raisonnement est simple. On prend le prix du lait à la ferme le plus bas et on calcule la différence avec celui du prix administré. La différence est le coût supplémentaire qu'assument assurément les consommateurs à cause de la réglementation. Parce qu'un marché libre et parfait, c'est bien connu, toutes les économies, toutes les étapes de la chaîne de commercialisation sont forcément transférées au consommateur final. Tout le monde sait ça. L'OCDE a longtemps utilisé le prix du lait de Nouvelle-Zélande comme prix de référence le plus concurrentiel. Maintenant, elle prend le prix mondial de la poudre de lait écrémé et du beurre et elle reconstitue un prix mondial de lait à la ferme théorique. Avec ce simple calcul, elle établit que le coût pour les consommateurs canadiens est d'environ 2,7 milliards de dollars. Le Conference Board a pris ce chiffre, l'a divisé par le nombre de familles au Canada et a obtenu le fameux 276 $. La grande économie économique. D'abord, le prix mondial de la poudre de lait écrémé et du beurre. C'est loin d'être une référence fiable. Je qualifierais le prix mondial des produits laitiers de prix de dumping sur un marché marginal. En 2013, selon la Fédération internationale des laiteries, moins de 8 % des produits laitiers dans le monde ont été échangés sur ce marché. On appelle ça un marché marginal. De plus, 90 % du lait produit dans le monde est vendu en bas de son coût de production. Dans certains des plus grands pays exportateurs, ce n'est pas possible de produire à perte qu'en raison des subventions. Comme pour l'Union européenne, par exemple, j'appelle ça un prix de dumping. La référence est donc très critiquable.
Ensuite, il est loin d'être évident que l'économie du prix réalisé par l'acheteur du lait et d'un produit vendu au prix mondial va être transférée aux consommateurs. Prenons justement l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Personne ne contestera le fait que les producteurs néo-zélandais sont compétitifs. Avec leur climat, ils produisent du lait saisonnier, sur pâturage, très peu d'équipements, très peu de bâtiments, au prix mondial ou à peu de choses près, sans subvention de l'État. Selon les estimations de l'OCDE, le niveau de soutien aux producteurs de lait néo-zélandais est pratiquement zéro. Aucun transfert des contribuables, aucun transfert des consommateurs. Si la théorie de l'OCDE tenait la route, les consommateurs néo-zélandais devraient payer leur lait beaucoup moins cher que les Québécois. Pourtant, un litre de lait se vend plus cher en Nouvelle-Zélande qu'au Canada. Il y a 2 semaines, son prix élevé faisait même la une des journaux. En moyenne, il coûtait 1,87 $ canadien pour un litre dans le format le plus économique, alors qu'on le paye 1,54 $ au Québec actuellement. Cherchez l'erreur. Le transfert de l'économie s'est perdu dans la chaîne. C'est comme les comparaisons avec les États-Unis, qu'on nous sert continuellement le lait plus cher au Canada qu'aux États-Unis, c'est la faute de la gestion de l'offre. OK. Si on prend des produits agricoles dont le prix est nord-américain, qui ne sont pas sous gestion de l'offre, le soya, le canola. Avec l'huile de soya et l'huile de canola, on fait de la margarine. Il n'y a pas de barrière au commerce de la margarine entre le Canada et les États-Unis. Ça devrait être le même prix au Canada qu'ici. Non. Qu'est-ce qui explique que la margarine se vend environ 50 % plus cher ici qu'aux États-Unis? Les automobiles, les pneus, les appareils électriques, les vêtements. On a plein d'exemples qu'on peut vous démontrer. Les politiques de Loss Leader, la concentration de l'industrie de détail, la géographie, les réseaux de distribution, les politiques fiscales, l'évaluation de la capacité de payer des consommateurs, un ensemble de facteurs qui ont une influence sur le prix de détail, des produits alimentaires comme des produits de consommation. Démanteler la gestion de l'offre ne donnerait aucune garantie aux consommateurs de prix plus bas. En fait, la seule certitude, c'est que la déréglementation ferait chuter dramatiquement les prix aux producteurs, avec les faillites d'entreprises, les pertes d'emplois et les pertes de retombées économiques très importantes pour le Québec et pour le Canada qui en découleraient. Sans compter que les producteurs de lait, puis je le répète, vivent actuellement de leur production sans subvention gouvernementale. Le coût de la déréglementation pour le Trésor public serait très élevé. Et je ne crois pas que nos gouvernements soient dans une position pour assumer une telle charge. D'ailleurs, à ce propos, l'exemple de la déréglementation de la production en Australie en 2000 est éloquent. Notre jeune homme de tout à l'heure affirme dans son texte que nous devrions suivre l'exemple. Il écrit « À terme, la déréglementation a réduit les prix à la ferme pour leur lait, mais elle a surtout amélioré l'efficacité de l'industrie, de sorte qu'aujourd'hui, celle-ci n'exporte pas moins de 40 % de sa production. » Il conclut qu'alors que nous nous opposons au libre-échange, les producteurs australiens, toujours à l'affût de nouveaux marchés, le réclament. Quelques chiffres de Dairy Australia pour amener sur le plancher des vaches notre jeune rêveur. De 2000 à 2014, le nombre de fermes laitières en Australie est passé de 12 900 à 6 400. Plus de la moitié des producteurs ont disparu. Pendant la même période, la production totale de lait est passée de 10,1 milliards à 9,2 milliards. Une baisse de production de plus de 8 %. Tout un succès. Le nombre de producteurs a chuté drastiquement. Ceux qui restent sont peut-être plus efficaces, mais à quel prix? Et ils produisent moins de lait qu'avant la déréglementation. Au Sommet international des coopératives, j'ai rencontré un producteur australien qui m'a dit qu'il leur manquait 10 $ l'hectolitre pour couvrir le coût. Ils sont plus efficaces, mais ils sont dans le rouge. Quant aux consommateurs, le prix des produits laitiers en Australie a augmenté de près de 40 % depuis la déréglementation, malgré les baisses des prix aux producteurs, sans compter qu'ils ont été taxés pendant 10 ans pour indemniser minimalement les producteurs. Il n'y a pas quelque chose dans ça qui donne envie de suivre l'exemple australien. Non, la meilleure façon de pallier à ce qu'on appelle l'exception agricole, c'est-à-dire la très grande volatilité des prix, l'incertitude liée au marché, les risques climatiques et biologiques, l'insuffisance chronique de revenus, la meilleure manière, si on ne veut pas verser des milliards en subventions des contribuables, c'est encore la mise en marché collective et la gestion de l'offre. Fiers de nos réalisations collectives, c'est notre thème de cette année et nous avons toute raison de l'être. Ça fait plus de 50 ans que les producteurs de lait du Québec font de la mise en marché collective, plus de 40 ans que nous sommes sous gestion de l'offre. Nous avons toujours fait évoluer notre modèle depuis le début. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La production laitière est de loin le premier secteur agricole au Québec, je ne vous l'apprends pas, avec 28 % des recettes agricoles provenant du marché, et la première province productrice de lait au Canada, avec 37 % de la production canadienne.
Avec nos collègues sur gestion de l'œuf, des œufs et de la volaille, c'est près de 40 des recettes agricoles qui proviennent du marché que nous vénérons. Je le souligne à nouveau, sans subvention de l'État. Comme je le disais dans la vidéo, vous avez vu tout à l'heure, les fermes laitières québécoises, à elles seules, génèrent 24 000 emplois directs. Cela nous situerait au 4e rang des meilleurs employeurs devant Desjardins, Metro, Weston. Mais, non, je me suis trompé. Tout juste derrière Desjardins, Metro et Weston, mais devant Hydro-Québec, Jean Coutu et Bombardier. En tout, avec nos partenaires de la filière laitière, nous sommes à la source de 83 000 emplois, directs, indirects ou indivis. Nous ajoutons 5,5 milliards au PIB québécois, soit près du 2 du PIB total de la province. Et nous faisons entrer 1,26 milliard de dollars dans les coffres des 3 paliers du gouvernement. Tout ça, je le répète, sans subvention. Nous pouvons aussi nous orgueillir de notre performance environnementale. L'analyse du cycle de vie du lait réalisée par Éco-Ressources en 2012 montre que la production laitière québécoise est l'une des plus faibles émettrices de gaz à effet de serre par kilogramme de lait produit dans le monde, tout près de la Nouvelle-Zélande, mais loin derrière les grands amateurs de l'Europe et des États-Unis. Nous sommes aussi les moins grands utilisateurs d'eau par kilogramme de lait produit. Nous sommes fiers d'avoir complété la certification de la grande majorité des fermes laitières québécoises dans un programme de gestion des risques pour la stabilité du lait à la ferme, le lait canadien de qualité. Et nous sommes engagés depuis 2013 dans la mise en place d'un ambitieux programme obligatoire de certification avec audit indépendant qui couvrira 6 volets de l'élevage laitier. La qualité du lait, la salubrité, la biosécurité, la traçabilité, le bien-être des animaux et l'environnement. Une première dans le secteur de l'élevage au Canada. Sur le plan de développement des marchés, nous avons été visionnaires dans les années 80. Nous avons insisté pour négocier des règles d'approvisionnement des usines laitières qui priorisaient les marchés frais et en croissance. Certains se rappelleront qu'il a fallu être entêté et très convaincant pour libérer le lait qui allait dans nos nombreuses usines beurre poudre régionales et le diriger vers les usines fromagères et de yogourt. Il y a eu des grincements dedans sur certaines entreprises qui perdaient ces volumes malgré les compensations qui leur étaient versées. Aujourd'hui, nos transformateurs laitiers fabriquent au Québec plus de 80 des yogourts, 54 de l'ensemble des fromages et plus de 60 des fromages faits. De même, lorsque dans les années 90, nous avons insisté pour avoir une réserve de croissance et une réserve de lait pour les nouvelles entreprises, nous avons fait preuve de vision. Aujourd'hui, nous avons une 50aine de petites entreprises artisanales dont la majorité fabrique des fromages qui font la fierté des régions et les délices des Québécois. Je rappellerai aussi l'ouverture que nous avons fait preuve avec l'accord de l'OMC en 1994, en mettant en place nos classes spéciales qui permettent de fournir du lait à prix compétitif aux transformateurs qui approvisionnent les marchés de transformation secondaire. Nous avons aussi accepté de développer un programme optionnel de lait d'exportation au tournant des années 90-2000. S'il n'existe plus aujourd'hui, c'est que l'OMC a jugé que les concessions de prix des producteurs aux exportateurs constituaient une subvention. Nous pouvons exporter des produits laitiers, mais qui sont faits avec du lait acheté au prix du marché canadien. Plus récemment, nous avons mis en place des programmes de promotion qui offrent des rabais à nos partenaires pour le développement des marchés de la crème glacée, du lait au chocolat et du fromage de pizza. Bref, nous n'avons jamais été adeptes du statu quo ou de l'immobilisme. Au contraire, nous avons été des partenaires d'affaires ouverts, visionnaires, prêts au compromis. Tous nos efforts ont porté fruit. Depuis 2007, les besoins canadiens ont progressé en moyenne 1,5 par année. C'est un progrès appréciable. En tout cas, c'est bien mieux que la baisse de production australienne, l'exemple à suivre selon ceux qui voudraient l'abolition de la gestion de l'eau. Avec nos partenaires du P5, nous nous sommes donné l'objectif ambitieux d'obtenir une croissance de 10 d'ici 2020. Nous ne pourrons réaliser cet objectif sans nos partenaires transformateurs, cela va de soi. Nous attendons toujours une réponse de leur part à notre proposition de stratégie des ingrédients laitiers, qui est une pierre angulaire du développement du secteur laitier canadien dans les prochaines années. On nous dit que nous aurons une réponse prochainement. Ça fait longtemps qu'on nous dit prochainement, ça fait plusieurs fois. À nos partenaires transformateurs, je dis que nous aurons l'ouverture d'esprit pour regarder leurs propositions. Il faudra qu'ils aient aussi, pour avoir de vrais échanges, l'ouverture d'esprit. Encore une fois, nous sommes offerts au compromis. Gandhi disait « Tout compromis repose sur des concessions mutuelles ». Je souligne le mot « mutuel ». Et Gandhi poursuivait « Mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Moderniser la gestion de l'offre ne veut pas dire la dénaturer. Une majorité de producteurs de laitiers canadiens doivent tirer profit des stratégies que nous mettons en place en faisant
des concessions mutuelles. Et pour moi, tirer profit veut dire couvrir les coûts de production, se payer un salaire décent et dégager une marge. Exactement le même calcul que tout chef d'entreprise fait pour savoir s'il est rentable. À nos gouvernements, mon message est simple. Vous n'avez pas les moyens de vous priver de la gestion de l'offre. On voit comment le gouvernement de M. Couillard cherche actuellement par tous les moyens à couper dans les dépenses pour retrouver l'équilibre budgétaire. Heureusement, le ministre de l'Agriculture, M. Paradis, s'est empressé de défendre le budget de la financière à la suite des propositions de compression de la Commission Robillard. Il a fait valoir que le secteur agricole est un secteur complexe de l'économie et que dans lequel la majorité des pays interviennent, et il a raison. Il doit également se réjouir du fait que ces producteurs sous gestion de l'offre n'ont pas besoin de l'aide financière de l'État pour la production laitière d'œufs et de poulets. Le Québec et le Canada ont entre les mains un des modes d'intervention les plus efficaces, les moins coûteux qui soient avec notre système. Pour paraphraser nos amis anglais, si ça n'est pas brisé, vous n'avez pas besoin de le réparer. Ne cédez pas aux sirènes qui vous chantent que le Canada devrait se débarrasser de la gestion de l'offre, la plupart du temps pour des raisons idéologiques. Ne cédez pas aux partenaires commerciaux qui vous demandent de démanteler la gestion de l'offre. Tous les pays ont des secteurs sensibles. La plupart interviennent pour protéger leur agriculture. Si ce n'est par la réglementation, c'est par des subventions. Nous attendons toujours le plan du gouvernement fédéral en compensation des pertes pour les producteurs et les fromagers qui vont subir à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord Canada-Europe. On attend. Mes derniers mots seront pour les producteurs de lait. Il est vrai que nous naviguons souvent contre vents et marées. Malheureusement, nous ne contrôlons pas le vent. Mais il y a des choses sur lesquelles nous avons du pouvoir sur nos fermes et dans notre organisation de mise en marché. Je sais que chacun des producteurs de lait du Québec travaille très fort pour être toujours meilleur. Ce travail n'est jamais terminé. Dans la vie comme en affaires, si nous n'avançons pas, nous reculons. Nous devons continuer d'améliorer notre efficacité, la qualité de notre produit, nos pratiques environnementales, nos pratiques d'élevage et de montrer aux consommateurs que nous sommes les meilleurs. Nous allons vous consulter au début de l'hiver pour mettre à jour notre plan stratégique. Je vous invite à participer en grand nombre. Il faudrait que nous fassions preuve d'ouverture, de réalisme, de vision dans nos discussions. Le statu quo n'est pas une option. Nous devons être ouverts à des changements, mais je vous affirme que nous nous battrons pour conserver les principes fondamentaux de notre modèle sans la dénaturer. On ne peut pas exporter au prix mondial et conserver la gestion de l'offre. Nos partenaires ne peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Là-dessus, il n'y aura pas de concession. Et nous nous battrons pour que les producteurs de lait continuent d'être fiers dans leur contribution à la société et de vivre dignement et de manière rentable à leur production. Merci.